Après mon opération, je suis rentrée chez moi, épuisée. Devant ma porte, il y avait ma valise, un mot scotché dessus. Maintenant, nous ne sommes plus que 3. Trouve un autre endroit où vivre. Bien à toi, ta belle-fille. Sans dire un mot, j'ai appelé la banque et fait bloquer mes cartes de crédit. Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me lisez. Je veux savoir jusqu'où ma voix porte. Mes mains tremblaient en relisant le mot. J'espérais que les mots se transformeraient en quelque chose de moins cruel. Le soleil de l'après-midi brûlait mon corps fatigué. Toujours en tenue d'hôpital, je fixais la maison que j'avais appelée mon foyer pendant 3 ans. J'ai frappé à la porte? Bien sûr que je l'ai fait. J'ai frappé jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal, criant sans cesse le nom de mon fils. Étienne, mon unique fils que j'avais élevé seul depuis la mort de son père quand il n'avait que 12 ans. Mais aucune réponse, juste le silence et, au loin, la voix de Julie ordonnant aux enfants de se taire. Puis un rideau a bougé. J'ai aperçu le visage de mon petit-fils de 8 ans avant que Julie ne le tire brusquement en arrière. Le rideau était retombé et à cet instant, j'ai su. Il ne m'ouvrirait pas. Je me suis assise sur ma valise, essayant de comprendre. Il y a 3 ans, après la mort de mon mari Henri, Étienne et Julie m'avaient proposé de vendre ma maison pour emménager avec eux. « Maman, c'est logique, » avait dit Étienne. « Tu nous aides avec les enfants et nous prendrons soin de toi quand tu seras plus âgé. Avec l'argent de la maison, nous agrandirons la nôtre. » À l'époque, ça semblait être un plan merveilleux, 170 000 €. C'était ma contribution à la rénovation de leur maison, presque tout ce que j'avais obtenu pour la petite maison qu'Henri et moi avions payée en 30 ans. Un investissement dans notre famille, avait assuré Étienne, et je l'avais cru. Je me souviens comment tout a changé, lentement. Au début, j'étais mamie Élisabeth, la matriarche adorée, celle qui faisait des crêpes le dimanche et aidait avec les devoirs. Puis juste maman, utile pour garder les enfants et cuisiner pendant que Julie s'adonnait à ses routines de bien-être. À la fin, je n'étais plus qu'Élisabeth, la vieille encombrante qui prenait de la place dans leur belle maison. Le changement de Julie était le plus évident. Ses sourires chaleureux s'étaient transformés en grimaces forcées. « Merci de t'occuper des enfants » était devenu « C'est pour ça qu'on a des grands-mères ». Les invitations aux sorties familiales ont disparu jusqu'à ce que je devienne la babysitter qu'on laissait toujours derrière. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'Étienne. Répondeur direct. Nouvel essai. Rien. Alors, j'ai envoyé un message. Étienne. Je suis devant la maison. Je viens de sortir de l'hôpital. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. J'ai vu le message passer de délivrer à lu. Aucune réponse. Le soleil de l'après-midi s'est évanoui, et avec lui, la réalité s'est imposée. J'avais 68 ans, je me remettais d'une opération de la vésicule biliaire, et je n'avais plus de maison. L'hôpital m'avait libérée avec des instructions pour me reposer à domicile, sans savoir que ce domicile n'existait plus pour moi. Quand le froid du soir s'est installé, j'ai accepté que personne n'ouvrirait la porte. Avec des mains tremblantes, j'ai tiré la poignée de la valise et j'ai commencé à marcher. Chaque pas tirait sur mon ventre, où les cicatrices de l'opération étaient encore fraîches. Dans mon sac, j'avais 43 €, juste assez pour un taxi. Mais pour aller où? Un hôtel engloutirait l'argent en une nuit. Ma sœur vivait à 3 régions de là. Ma meilleure amie, Rose, avait déménagé dans un petit appartement après la mort de son mari. Je me suis assise sur un banc à l'arrêt de bus, la valise à côté de moi. Une vague de trahison m'a submergée, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Comment Étienne pouvait-il me faire ça? Le garçon qui me fabriquait des cartes pleines de paillettes pour la fête des mères, qui me disait que j'étais son héroïne. Le jeune homme pour qui j'avais enchaîné 2 emplois pour financer ses études. Et Julie. J'avais tant essayé de respecter ses choix de mère. Je ne me mêlais jamais de rien. Je pensais qu'il y avait, sinon de l'amour, du moins un respect mutuel. La cruauté de cet instant n'était pas un hasard. Ils avaient attendu que je sois au plus bas, fraîchement opérée, pour se débarrasser de moi. C'était calculé. Je n'avais été qu'une nounou et une source d'argent jusqu'à ce que je devienne un fardeau. Quand les lampadaires ont commencé à clignoter, j'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts. Mon doigt s'est arrêté sur le nom de Rose.
Depuis plus de 40 ans, nous étions amis, mariage, enfants, veuvage. Si quelqu'un pouvait me comprendre, c'était elle. Au troisième appel, elle a décroché. « Élisabeth, tout va bien ?» J'ai essayé de parler, mais seul un sanglot est sorti. « Élisabeth, que se passe-t-il? L'opération, c'était aujourd'hui, non ?» D'une voix brisée, j'ai murmuré. « Rose, j'ai besoin d'aide. Ils m'ont mise dehors. » Un bref silence, puis sa voix déterminée. « Dis-moi où tu es. J'arrive. » En attendant Rose, j'ai vu une jeune famille passer. La mère tenait la main de son fils, riant de quelque chose qu'il disait. Un moment simple de connexion. Et j'ai réalisé à quel point ma propre famille avait coupé tous les liens avec moi, à quel point j'étais devenue superflue. J'ai fermé les yeux. La trahison pesait plus lourd que la valise, plus lourd que toutes mes années. La chambre d'amis de Rose était petite, un lit simple, une commode, une lampe de lecture. Mais cette nuit-là, c'était un refuge. Mes cicatrices d'opération palpitaient, tandis que Rose m'aidait à m'installer. Son visage était un masque de colère contenue. « Je n'arrive pas à croire qu'Étienne t'ait fait ça », a-t-elle dit en empilant des oreillers derrière moi, « après tout ce que tu as fait pour ce garçon. » Je ne pouvais pas y croire non plus. Pourtant, ma valise était là, emballée à la hâte par Julie, avec quelques vêtements, sans mes objets précieux, un témoin muet de ma nouvelle réalité. « Tu as essayé de l'appeler encore ?» a demandé Rose, me tendant une tasse de tisane à la camomille. J'ai hoché la tête, la tasse chaude dans mes mains tremblantes. Il a lu mes messages 17 fois. Pas de réponse. Rose s'est assise au bord du lit, ses cheveux gris scintillant sous la lampe. Nous étions amies depuis nos 20 ans, jeune maman jonglant entre travail et famille. Elle était là quand Henri est mort. Et maintenant, elle était là, pour mon expulsion silencieuse de la vie de mon fils. « Repose-toi », a-t-elle dit fermement. « Demain, on réfléchira à la suite. » Mais le sommeil était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écriture de Julie sur le mot. Maintenant, nous ne sommes plus que 3. La cruauté désinvolte de ces mots faisait plus mal que mes cicatrices. Le matin est arrivé, pluvieux, les gouttes me tapant doucement contre la fenêtre. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message d'Étienne, aucun appel manqué, juste un silence numérique. « Viens, on prend le petit déjeuner », a dit Rose depuis la porte. Ensuite, on parlera des prochaines étapes. Autour du café et des tartines, j'ai tout raconté. Comment j'avais vendu ma maison pour aider Étienne et Julie. Comment les rénovations avaient transformé leur modeste maison de 3 pièces en une grande demeure avec 5 chambres, une cuisine gastronomique et une suite parentale. J'ai investi près de 180 000 €, ai-je dit, remuant mon café sans lever les yeux. Étienne disait que c'était un investissement dans notre avenir commun, que j'aurais toujours ma place chez eux. Le visage de Rose s'est durci. « As-tu signé quelque chose? Un contrat? » J'ai secoué la tête. « C'est mon fils, Rose. Je lui faisais confiance. » Les mots pesaient lourds, pleins de regrets naïfs. « On devrait vérifier tes comptes, » a suggéré Rose doucement. S'assurer qu'ils n'ont plus accès. Mon estomac s'est noué. Je n'y avais pas pensé. Étienne m'avait aidé avec la banque en ligne après la mort d'Henri. « Pour les urgences, » disait-il. Julie utilisait ma carte de crédit pour les courses et les besoins des enfants. Avec des mains tremblantes, je me suis connectée sur la tablette de Rose. Soulagement. Mes économies étaient intactes. Mais en ouvrant le compte de ma carte de crédit, le soulagement s'est envolé. 200 € chez Galeries Lafayette, 1 700 € chez Sephora. Rose a lu par-dessus mon épaule. « Depuis quand dépenses-tu autant, Élisabeth? »« Ce n'est pas moi, » ai-je murmuré, parcourant une liste interminable de dépenses. Vêtements de marque, maquillage coûteux, dîner dans des restaurants que je ne connaissais pas. Tout cela au cours des 3 dernières semaines, pendant que je me préparais pour l'opération. Le dernier achat, 4 500 € chez un magasin de meubles de luxe. Il redécore ma chambre, ai-je réalisé. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils avaient tout planifié, attendu que je sois absente pour remplacer mes meubles. Le visage de Rose s'est empourpré de colère. Bande d'ingrats. Je dois bloquer les cartes, ai-je interrompu, envahi par un calme étrange. C'était la première sensation claire depuis que j'avais vu la valise devant la porte. Avec l'aide de Rose, j'ai appelé la banque, signalé l'abus, contesté les dernières transactions et fait bloquer toutes les cartes immédiatement.
Cela empêchera de nouveaux prélèvements, a averti l'employé de banque. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu avec fermeté. Après avoir raccroché, je me suis effondrée dans le fauteuil, épuisée, mais une étincelle de force inattendue s'allumait en moi. Il m'avait jeté comme un vieux déchet, mais je pouvais encore prendre des décisions. Et maintenant, a demandé Rose, serrant ma main, je dois récupérer mes affaires, ai-je dit. Mes albums photos, la montre d'Henri, la porcelaine de ma mère. Tout est encore dans cette maison. On va y arriver, a promis Rose. Mais d'abord, tu dois te remettre. Ordre du médecin. Elle avait raison. Mon corps avait besoin de temps pour guérir de l'opération, mais en me calant dans les coussins, je savais. Mon cœur mettrait bien plus longtemps. Le lendemain, le téléphone a sonné. Le nom d'Étienne s'est affiché. Mon cœur a bondi. Peut-être avait-il repris ses esprits, voulait-il s'excuser, me rappeler. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. « Maman », a-t-il dit, la voix tendue, maîtrisée. Aucune trace de remords. « Il y a un problème avec tes cartes de crédit. » Pas de « Comment vas-tu après l'opération ?» Pas de « Je suis désolée de t'avoir mise dehors. » Juste une inquiétude pour les cartes. « Oui », ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. « Je les ai bloquées. » Silence. « Julie voulait acheter à manger pour les enfants, » a-t-il dit, plus agacé. La carte a été refusée. « À manger chez Galeries Lafayette et le magasin de meubles ?» ai-je demandé. Ou était-ce autre chose? Un long silence. « Maman, tu avais autorisé Julie à utiliser les cartes pour les urgences et les besoins. » Pas pour des milliers d'euros sur je ne sais quoi, ai-je corrigé. Je l'ai entendu inspirer brusquement. « Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Débloque les cartes, on parlera des limites de dépenses plus tard. » Son indifférence a réveillé une colère qui couvait depuis longtemps. « Non, Étienne, » ai-je dit doucement. « Je ne crois pas que je vais faire ça. » « Pardon ?» Sa surprise a presque fait naître un sourire sur mes lèvres. « Tu as clairement montré que je ne fais plus partie de ton foyer, » ai-je continué, chaque mot pesant. « Alors, j'ai bien peur que Julie doive financer ses caprices autrement. Maman, sois raisonnable. » Raisonnable, je l'étais quand j'ai vendu ma maison pour agrandir la tienne, ai-je coupé. Raisonnable quand je m'occupais de tes enfants tous les jours pendant que Julie et toi poursuiviez vos carrières. Raisonnable quand je cuisinais, nettoyais, étais utile. Et qu'est-ce que ça m'a apporté, Étienne? Silence. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Avec toi, ce n'est jamais le bon moment, ai-je dit, la vérité pesant dans ma poitrine. Puis adieu, Étienne. J'ai raccroché, la main tremblante, mais ma détermination plus forte que jamais. Rose était à la porte, un petit sourire aux lèvres. Eh bien, regardez qui a enfin trouvé du cran. J'ai esquissé un faible sourire. Bloquer les cartes, ce n'est que le début, ai-je dit. Je dois découvrir ce qu'ils ont fait d'autre avec mon argent. À cet instant, un message d'Étienne est arrivé. C'est puéril, maman. Appelle-moi quand tu seras prête à agir comme une adulte. Je l'ai montré à Rose, qui a ricané d'incrédulité. Quelle ironie qu'ils te traitent d'immature, a-t-elle marmonné. Après tout ce qu'ils t'ont fait. J'ai posé le téléphone. Le choc et la douleur initiaux étaient toujours là, mais quelque chose de nouveau germait. Un pas, une décision. Ils m'avaient promptement pris mon foyer, ma sécurité, ma place dans la famille, mais je ne leur donnerai plus un centime, ni une once de ma dignité. Une semaine a passé sans nouvelles d'Étienne. Mes cicatrices d'opération guérissaient lentement, mais la blessure de la trahison restait fraîche. Rose était mon ancre, mais je ne pouvais pas rester chez elle indéfiniment. Je devais récupérer mes affaires et décider de la suite. « Je viens avec toi », a dit Rose quand j'ai mentionné retourner chez Étienne. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis », a-t-elle coupé, attrapant ses clés. « Et puis, ils seront moins enclins à te claquer la porte au nez s'il y a des témoins. » Le trajet jusqu'à la maison que j'avais considérée comme la mienne pendant 3 ans semblait irréel. En arrivant, j'ai remarqué que le SUV tape à l'œil de Julie n'était pas là, mais la berline d'Étienne était dans l'allée. « Parfait », a murmuré Rose. « Peut-être qu'on pourra parler avec lui sans qu'elle empoisonne l'ambiance. » Mes jambes étaient lourdes en remontant l'allée. Les jardins que j'avais autrefois entretenus avec amour montraient des signes de négligence. J'ai sonné, le cœur battant comme un tambour. Étienne a ouvert la porte,
une lueur de surprise dans les yeux avant que son visage ne se ferme. Il semblait fatigué, avec des cernes sombres. « Maman, a-t-il dit, regardant Rose, puis moi. Je ne t'attendais pas. »« Apparemment, ai-je répondu, renforcé par la présence solide de Rose. Je suis là pour récupérer mes affaires, mes effets personnels. Il a hésité un instant, puis s'est écarté. Julie n'est pas là. Elle a emmené les enfants chez sa mère. La maison semblait différente. De nouveaux meubles, un grand canapé d'angle moderne dominait le salon, probablement acheté au magasin de luxe. Mes affaires sont dans la chambre d'amis, ai-je dit, me dirigeant vers l'escalier. En fait, a tout sauté Étienne, on a réorganisé. Julie utilise cette pièce comme bureau maintenant. Un frisson m'a parcouru. Et mes affaires? La plupart sont dans des cartons dans le garage, a-t-il dit, évitant mon regard. Julie pensait que ce serait plus simple pour toi de les récupérer. Rose a émis un bruit de dégoût. Pratique, n'est-ce pas? Nous avons suivi Étienne dans le garage, où des cartons étaient empilés contre le mur. Une boule dans l'estomac, je me suis approchée. Le premier carton contenait des vêtements pliés à la hâte, le second des livres et des articles de toilette. Mais plus je fouillais, plus ma gorge se serrait. Où sont mes albums photos? La montre d'Henri? Les bijoux de ma mère? Ai-je demandé, la voix plus forte. Étienne s'est tortillé. Je ne sais pas. Julie a tout emballé. Ils ne sont pas là, ai-je dit. Et la porcelaine de ma mère? Mes souvenirs de famille? Maman, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, ai-je sifflé, surprise par ma propre colère. Ces choses sont irremplaçables. C'est mon histoire? Rose est intervenue. Étienne, c'est inacceptable. Ce sont les biens personnels d'Élisabeth. Étienne s'est passé une main dans les cheveux, plus comme un enfant grondé qu'un homme adulte. Je parlerai à Julie. Peut-être qu'elle les a mis ailleurs. Je veux vérifier à l'étage, ai-je insisté. Maintenant. Il a hésité, puis s'est hoché la tête à contre-cœur. Je suis montée directement au grenier, me souvenant y avoir stocké des affaires. Pendant que je grimpais l'escalier, le téléphone d'Étienne a sonné. Il a répondu dans le couloir en bas, sa voix un murmure. Le grenier était poussiéreux et sombre, mais je savais où étaient mes boîtes de rangement. À mon soulagement, elles étaient intactes. J'ai ouvert la plus grande et trouvé mon album de mariage, les médailles militaires d'Henri, plusieurs albums de photos de famille. Au moins, ces précieux souvenirs avaient échappé au grand ménage de Julie. En emballant ce que je pouvais porter, j'ai entendu la conversation d'Étienne en bas. « Non, elle est juste arrivée. Oui, avec son ami. Je sais ce qu'on avait convenu, mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est quand même ma mère. » Une pause. « Julie, ce n'est pas juste. On était d'accord pour ne lui parler de la maison de retraite qu'après la vente de la maison. Non, je ne lui ai rien dit. Elle sort d'une opération, bon sang. » Mon sang s'est glacé. Une maison de retraite. La vente de la maison. Je me suis glissée vers l'escalier du grenier, l'oreille tendue. L'agent immobilier a dit qu'avec les rénovations, on pourrait en tirer au moins 650 000 €, assez pour payer nos dettes et faire un acompte pour la maison au bord du lac. Je sais que l'argent de maman a rendu ça possible, mais elle a accepté d'investir dans la propriété. Mes jambes ont failli céder. Il voulait vendre la maison, celle dans laquelle j'avais investi mes économies, déménager au bord d'un lac et me placer en maison de retraite. J'ai dû faire un bruit, car Étienne s'est tu brusquement. « Je dois raccrocher », a-t-il dit précipitamment. Elle a peut-être entendu. Je suis retournée à la boîte, la tête tournant, alors que les pas d'Étienne montaient dans l'escalier. J'ai fait semblant de parcourir les albums, essayant de contrôler mes mains tremblantes. « Maman, tu as trouvé ce que tu cherches ?» a-t-il demandé, la voix tendue. « Une partie », ai-je répondu, incapable d'en dire plus. Il m'a aidé à descendre les affaires trouvées. Un silence lourd et inconfortable pesait entre nous. Rose fouillait patiemment les cartons restants dans le garage. « Étienne, ai-je fini par dire, avais-tu l'intention de me parler de la vente de la maison? » Son visage a blêmi. « Tu as entendu? »« Oui, j'ai entendu. Tout comme j'ai entendu parler de la maison de retraite que tu as choisie pour moi. » Ma voix était étonnamment ferme, bien que je sois un ouragan à l'intérieur.
Pensais-tu même à me demander mon avis? Il semblait honteux, du moins un peu. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. On pensait juste, avec tes problèmes de santé. Mon opération de la vésicule, ai-je coupé. Ce n'est pas une raison pour me mettre en maison de retraite. J'ai 68 ans, pas catite. Julie pensait, ai-je répété amèrement. Et tu l'as suivi, n'est-ce pas? C'est pas? Comme quand tu m'as jeté de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, a-t-il dit, une lueur de défi dans les yeux. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Et Abdique. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il avait raison. Malgré tout l'argent que j'avais donné, je n'avais aucun droit légal sur la maison. J'avais fait confiance à mon fils, et cette confiance avait causé ma perte. Rose est intervenue, la voix glaciale. Nous prenons les cartons maintenant. Et Étienne, je te suggère de retrouver les objets de valeur de ta mère avant qu'on ne doive impliquer les autorités. En chargeant les cartons dans la voiture de Rose, j'ai aperçu, par la porte ouverte du garage, des papiers sur le bureau d'Étienne, une brochure de la maison de retraite, résidence des Chênes et des annonces immobilières. Il planifiait cela depuis des mois. Mon expulsion, la maison de retraite, la maison au lac. Tout était calculé, tout dans mon dos. La trahison coupait si profondément que je pouvais à peine respirer en partant. Mais sous la douleur, quelque chose germait. Une détermination farouche qui me surprenait moi-même. Ils m'avaient tout pris, mais je ne les laisserai pas décider de mon destin. Plus jamais. Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux, a insisté Rose en déchargeant les cartons. Je suis sérieuse, Elisabeth. Je l'ai remerciée du fond du cœur, mais je savais que ce n'était pas une solution durable. Son petit appartement était à peine assez grand pour elle, encore moins pour deux. De plus, je devais me remettre sur pied. Je te remercie plus que tu ne peux l'imaginer, ai-je dit, mais je dois régler ça moi-même. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous à la banque. Marc Dupont, mon conseiller financier depuis la mort d'Henri, a montré une véritable horreur en entendant mon histoire. « Je suis tellement désolée, Elisabeth, » a-t-il dit, vérifiant mes comptes. La bonne nouvelle, c'est que votre pension et votre sécurité sociale arrivent régulièrement et votre compte d'épargne principal est intact. Et l'argent que j'ai investi dans la maison d'Étienne? Ai-je demandé. Son visage s'est durci. Son contrat formel, c'est juridiquement considéré comme un don. On pourrait tenter quelque chose, mais ce sera difficile. J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. Alors, à quoi corps? Je dois me concentrer sur l'avenir. Quelles sont mes options pour un logement? Nous avons passé l'heure suivante à examiner les chiffres. Ma pension mensuelle et ma sécurité sociale s'élevaient à environ 2 400 €. Pas une fortune, mais avec prudence, assez pour un loyer modeste et l'essentiel. Il y a autre chose, a dit Marc, ouvrant un compte que j'avais presque oublié. L'assurance vie d'Henri, que vous avez investie, vaut maintenant environ 42 000 €. Une vague de gratitude pour mon mari prévoyant m'a submergée. Même depuis l'au-delà, Henri veillait sur moi. Cela vous donne des options, a poursuivi Marc. Vous pourriez utiliser une partie pour la caution d'un loyer et des meubles, et garder le reste comme coussin de sécurité. En quittant la banque, je ressentais un étrange mélange de perte et d'espoir. J'avais moins que ce que j'avais prévu pour cette étape de ma vie, mais plus que beaucoup dans ma situation ne pouvaient espérer. Je pouvais recommencer. Les 2 semaines suivantes, je me suis plongée dans la recherche d'un logement. Rose m'a conduite aux visites, m'a aidée à comparer les prix et m'a remonté le moral quand le désespoir prenait le dessus. Finalement, nous avons trouvé un petit studio dans une résidence pour seniors. Pas luxueux, mais propre, avec un balcon pour mes pots de fleurs et, surtout, abordable. « C'est parfait », a dit Rose lors de la première visite. « Regarde, ils ont un jardin commun et des soirées cartes hebdomadaires dans la salle commune. » J'ai signé le bail le jour même. Pour la première fois depuis que j'avais vu ma valise devant la porte, j'ai ressenti une pointe de fierté. Je reprenais ma vie en main au lieu de simplement réagir au malheur. Le déménagement a été un nouveau défi. Avec un budget limité, je ne pouvais pas remplacer tous les meubles laissés chez Étienne. Mais la paroisse de Rose s'est montrée généreuse avec des dons. Un canapé d'occasion, mais en bon état, une petite table à manger, un fauteuil confortable. J'ai acheté un nouveau matelas et des draps, le seul luxe auquel je ne voulais pas renoncer.
Petit à petit, l'appartement a commencé à ressembler à un foyer. Mon téléphone restait silencieux. Pas d'appel d'Étienne, pas de message demandant comment j'allais, juste le silence. Je me disais que c'était mieux ainsi, une coupure nette. Mais la nuit, quand tout était calme et que l'appartement semblait encore étranger, je pensais à mes petits-enfants, qu'avait dit Étienne pour expliquer ma disparition soudaine. 3 semaines après mon emménagement, alors que je rangeais les albums photos récupérés sur une étagère, le téléphone a sonné. Le nom d'Étienne est apparu. Mon cœur a raté un battement. Une lueur d'espoir traîtresse s'est allumée, malgré tout. « Bonjour », ai-je dit, gardant une voix neutre. « Maman », a-t-il dit, son ton professionnel, sans chaleur. « Il faut qu'on parle de tes cartes de crédit. » Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Je suis désolé. » Juste l'argent. « Qu'y a-t-il avec elle ?» ai-je demandé, l'espoir s'éteignant aussi vite qu'il s'était allumé. « Elles sont toujours bloquées. Julie doit acheter des choses pour les enfants. » Je l'ai interrompu, étonné de ma propre fermeté. « Les cartes restent à te bloquer, Étienne. Je vis maintenant avec un revenu fixe et je ne peux pas financer les caprices de Julie. » Une pause. « Maman, sois raisonnable, nous sommes une famille. » Le mot « famille » m'a frappé comme un coup. « Une famille » ai-je répété. « C'est comme ça que tu appelles mettre ta mère à la porte après une opération? Vendre la maison que j'ai aidé à financer pour me placer en maison de retraite? Tu ne comprends pas? Non, c'est toi qui ne comprends pas, ai-je coupé. Je t'ai tout confié, ma maison, mon argent, mon cœur, et tu as complètement détruit cette confiance. Je ne te donnerai plus un centime. » Sa voix est devenue froide. Alors, oh, il n'y a plus rien à dire. Probablement pas, ai-je acquiescé, une étrange sérénité m'envahissant. Adieu, Étienne. J'ai raccroché, assise dans mon nouveau fauteuil, observant mon petit foyer digne. Ce n'était pas la retraite que j'avais imaginée, mais c'était le mien. Cet appel était douloureux, mais révélateur. Étienne n'avait pas appelé pour réparer quoi que ce soit. Il voulait juste de l'argent. Le week-end suivant, j'ai trouvé un prospectus dans la salle commune, un groupe de soutien pour seniors. Transition de vie, trouver un nouveau chemin. Quelque chose m'a attirée. Le mardi suivant, je suis entrée dans une pièce baignée de soleil au centre communautaire. 6 personnes âgées étaient assises en cercle. Nancy, l'animatrice, m'a accueillie chaleureusement. « Voulez-vous vous présenter et dire pourquoi vous êtes ici? » J'ai hésité, puis j'ai commencé. « Je m'appelle Elisabeth. Il y a 1 mois, mon fils et sa femme m'ont mise dehors après une opération. J'avais vendu ma maison pour les aider, et ils... » Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Ils ont décidé que je ne leur étais plus utile. Les regards compréhensifs m'ont donné du courage. J'ai tout raconté, la trahison, les plans pour une maison de retraite, les cartes bloquées, mon nouvel appartement. C'était la première fois que je relatais l'histoire du début à la fin. La honte, l'idée que j'avais mérité ce traitement, commençait à s'estomper. « Merci d'avoir partagé, Elisabeth », a dit Nancy. Malheureusement, l'abus financier des seniors par des membres de la famille est plus courant qu'on ne le pense. Une femme aux cheveux argentés, Ursule, m'a pris la main. « Ma fille m'a fait quelque chose de similaire », a-t-elle confié. « Ça m'a pris des années pour me reconstruire, mais j'y suis arrivée. Et vous y arriverez aussi. » Pendant que le groupe continuait, d'autres ont partagé leurs histoires, certaines comme la mienne, d'autres différentes, mais tout aussi dures. À la pause café, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, une communauté. Ces gens me comprenaient sans juger ni plaindre. Je suis sortie du groupe avec 3 numéros de téléphone et une invitation à déjeuner avec Ursule et une autre femme, Marguerite. De retour dans mon appartement, je me suis tenue sur mon petit balcon, regardant le coucher de soleil en orange et rose. Pour la première fois, je me suis autorisée à envisager un avenir différent. Pas pire, juste différent. Un avenir où je prenais mes propres décisions, forgeais de nouvelles amitiés et apprenais à faire confiance à nouveau. Prudemment, à mon rythme. Ce ne serait pas facile. La douleur de la trahison d'Étienne était profonde. Mais dans la lumière déclinante, j'ai senti quelque chose de nouveau. Non seulement le besoin de survivre, mais la possibilité de m'épanouir. 6 mois ont passé. L'automne s'est transformé en hiver, puis en un doux printemps. Mon petit appartement était devenu un vrai foyer,
décorée de photos chéries et d'objets soigneusement choisis. Le groupe de soutien était devenu essentiel, Ursule et Marguerite des amis proches. Nous nous retrouvions chaque semaine pour un café, des parties de cartes ou des promenades dans le parc quand le temps le permettait. Ma vie avait trouvé un rythme paisible, jusqu'à ce que je reçoive une lettre inattendue d'une agence immobilière. « Félicitations pour la vente de votre propriété », commençait-elle avec l'adresse de la maison d'Étienne. Mes mains tremblaient en lisant. La lettre m'était adressée en tant que copropriétaire. La vente s'élevant à 645 000 €. Je fixai le papier, incapable de croire qu'il l'avait fait, vendu la maison dans laquelle j'avais investi mes économies et d'une manière ou d'une autre, utilisé mon nom. J'ai immédiatement appelé Rose. Ils ont vendu la maison, ai-je dit, la voix tremblante. Oh, et d'une manière ou d'une autre, je fais partie de la vente. C'est impossible, a dit Rose. Ton nom n'est pas sur l'acte. Comment ont-ils pu faire ça? Elle a marqué une pause. À moins qu'ils n'aient falsifié quelque chose. Elisabeth, il te faut un avocat. Le lendemain, j'étais chez Patricia Winter, une avocate spécialisée dans les droits des seniors, recommandée par Ursule. Elle a lu la lettre, les sourcils de plus en plus froncés. « C'est inquiétant », a-t-elle dit. « Ils n'auraient pas pu vendre la maison légalement avec votre nom comme copropriétaire, sauf s'il y a des documents avec votre signature. Avez-vous signé quelque chose? » J'ai réfléchi. Étienne m'a fait signer des papiers quand j'ai emménagé. Il disait que c'était pour les impôts, pour l'argent que j'apportais. Patricia a hoché la tête gravement. Je veux examiner ça de près. Pour l'instant, je suggère d'organiser une réunion avec Étienne et Julie. S'ils ont commis une fraude, ils doivent savoir qu'il y aura des conséquences. L'idée de leur faire face me rendait nerveuse, mais aussi excitée. Pendant des mois, j'avais reconstruit ma vie, retrouvé ma force. Peut-être était-il temps de leur montrer qui j'étais devenue. Patricia m'a aidé à rédiger une lettre formelle pour une réunion. Nous l'avons envoyée par courrier recommandé pour qu'ils ne puissent pas prétendre ne pas l'avoir reçue. 3 jours plus tard, Étienne a appelé. « C'est quoi ça, maman? » a-t-il exigé, la voix tendue. « Pourquoi impliques-tu un avocat? »« Je pense que tu sais exactement de quoi il s'agit, » ai-je répondu calmement. « La vente de la maison. » Une pause. « Ça ne te concerne pas. »« Pas selon la lettre qui me félicite pour la vente, » ai-je dit. « D'une manière ou d'une autre, mon nom est apparu dans une transaction dont je n'étais pas au courant. » Il a soupiré lourdement. « D'accord, on peut se rencontrer, mais sans avocat. C'est une affaire de famille. »« Le temps de régler les choses en famille est révolu, » ai-je dit, surprise par ma fermeté. « Quand tu as mis ma valise devant la porte, Étienne, Patricia sera là, et je te suggère d'amener ton propre avocat. » Nous avons convenu d'une rencontre dans un lieu neutre, une salle privée dans un restaurant local. Les jours précédant la réunion, j'oscillais entre peur et détermination. La veille au soir, Ursule m'a appelée pour prendre de mes nouvelles. « N'oublie pas, » a-t-elle dit, « tu ne te bats pas seulement pour ton argent. Tu te bats pour ta dignité. Ne les laisse pas voir que tu hésites. » Le matin de la rencontre, je me suis habillée avec soin, une robe bleue que Rose disait faire ressortir mes yeux. Je me suis légèrement maquillée, coiffée avec attention. Dans le miroir, je reconnaissais à peine la femme confiante. Il y a 6 mois, j'étais brisée, trahie, sans abri. Aujourd'hui, je me tenais droite, prête à affronter ceux qui avaient voulu me détruire. Patricia était venue me chercher et en route, nous avons passé en revue notre stratégie. « Laisse-les parler en premier », a-t-elle conseillé. « Les gens en disent souvent plus qu'ils ne veulent être quand ils sont sur la défensive. » Étienne et Julie étaient déjà là, avec un homme mince que Patricia a identifié comme Jacques Porter, un avocat local spécialisé dans l'immobilier. Julie semblait tendue, sa façade soignée s'effritant. Étienne évitait mon regard. « Merci d'être venu », a commencé Patricia, posant un dossier sur la table. « Nous sommes ici pour discuter de la récente vente de la propriété au 1372 rue des Jasmins, et plus précisément de l'implication financière de ma cliente. » Jacques Porter s'est raclé la gorge. « Mes clients affirment que Madame Berger n'a aucun droit de propriété sur la maison. Sa contribution était un don, comme documenté ici. » Il a poussé un papier vers nous. Patricia l'a parcouru rapidement. Ce document ne fait que confirmer une contribution financière. Il ne la qualifie pas juridiquement de don.
De plus, nous avons des preuves que le nom de Madame Berger a été utilisé dans le processus de vente sans son savoir ni son consentement. Étienne s'agitait nerveusement. Julie était pâle. « Peut-être, » a continué Patricia, « pouvez-vous expliquer pourquoi Madame Berger a reçu cette lettre? » Elle a posé la lettre de l'agence immobilière sur la table. Une erreur administrative, a dit Jacques précipitamment. L'agence savait que Madame Berger avait contribué aux rénovations et l'a incluse par erreur dans la vente. Une erreur curieuse, a remarqué Patricia, surtout que la signature de ma cliente apparaît dans les documents préliminaires de vente. Elle a sorti une autre feuille, une signature qu'elle n'a pas apposée. Un silence pesant s'est installé. Les mains de Julie tremblaient légèrement. Étienne semblait sur le point de vomir. « C'est une accusation grave, » a dit Jacques, sa façade professionnelle vacillant. « Insinuez-vous que mes clients ont falsifié des documents? »« Je n'insinue rien, » a répondu Patricia. « Je présente des faits. Nous pouvons porter l'affaire devant les tribunaux, avec toute l'attention publique que cela implique, où nous pouvons trouver un accord raisonnable aujourd'hui. » Étienne a enfin parlé, la voix tendue. « Qu'est-ce que c'est que tu veux, maman? » Pour la première fois depuis que j'étais entrée dans la pièce, j'ai regardé mon fils droit dans les yeux, le garçon que j'avais élevé, l'homme qui m'avait si profondément trahi. Quelque chose en moi s'est adouci, pas par faiblesse, mais par compréhension. Il n'était pas un monstre, juste faible. Trop influencé par le matérialisme de Julie, trop prêt à sacrifier sa mère pour plus de confort. « Je veux ce qui est juste, » ai-je dit. J'ai mis 135 000 € dans cette maison. Je les veux en retour, avec des intérêts. Julie a émis un son étouffé. C'est ridicule. Était-ce vraiment un don? Ai-je demandé à Julie. Était-ce un don quand tu utilisais mes cartes de crédit sans permission? Quand tu as emballé mes affaires dans des cartons pour les mettre au garage? Quand vous planifiez de me placer en maison de retraite sans un mot? Le visage de Julie s'est empourpré. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, ai-je coupé, la voix ferme. J'étais une source d'argent et une garde d'enfants pratique. Quand j'ai eu besoin de soins après l'opération, tu m'as jeté sans hésiter. Étienne fixait ses mains. Maman, ce n'était pas comme ça. Comment était-ce, alors, Étienne? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Explique-moi comment un fils met sa mère dehors après une opération. Il n'avait pas de réponse. Patricia a ramené la discussion sur le terrain juridique. Ma cliente est prête à accepter un règlement pour le montant initial plus 6 % d'intérêt, soit environ 104 000 €. Vu les circonstances, je trouve cela plus que juste. Jacques s'est consulté avec Étienne et Julie, un murmure tendu entre eux. Finalement, Jacques s'est redressé. Mes clients proposent 150 000 € comme règlement complet. Patricia m'a regardée, interrogative. J'ai réfléchi un instant et hoché la tête. Le montant exact m'importait moins que la reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. « Fagit »« Nous acceptons », a dit Patricia, à condition que les fonds soient transférés dans les 7 jours et que les deux parties signent un accord de confidentialité. Pendant que Patricia et Jacques finalisaient les détails, je me suis adossée à ma chaise. Une étrange sérénité m'enveloppait. L'argent ne pouvait pas guérir la blessure de la trahison, mais il sécurisait mon avenir. Un avenir que j'attendais maintenant avec un espoir inattendu. Un an après avoir été expulsée de la maison que je considérais comme la mienne, je me tenais dans la cuisine de ma nouvelle boulangerie. L'odeur de cannelle et de vanille emplissait l'air. Le soleil matinal filtrait par les fenêtres, baignant les murs fraîchement peints et les comptoirs brillants d'une lumière dorée. « Ils sont parfaits », a dit Rose, disposant des muffins aux myrtilles dans la vitrine. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on l'a fait. » J'ai souri, regardant mon amie de toujours arranger les pâtisseries comme des bijoux. Il y a 6 mois, quand j'ai reçu l'argent du règlement, Rose avait plaisanté en disant que ma tarte aux pommes se vendrait comme des petits pains dans n'importe quelle boulangerie. D'une plaisanterie, nous sommes passés à une discussion sérieuse, puis à un plan d'affaires, et enfin à cette réalité. Sans toi, je n'y serais pas arrivée, ai-je dit, ajustant mon tablier. À 69 ans, je n'aurais jamais pensé ouvrir une entreprise, mais j'étais là, copropriétaire d'une charmante petite boulangerie spécialisée dans les pâtisseries faites maison. La clochette de la porte a tinté,
et Éléonore est entrée, suivie de Marguerite et 3 autres amies du groupe de soutien. « C'est magnifique, Élisabeth !» s'est exclamée Éléonore, son regard balayant la pièce. « Absolument parfait. »« On t'a apporté quelque chose, » a dit Marguerite, me tendant un petit pot. « Un pommier nain, pour un nouveau départ. » Les larmes me sont montées aux yeux en acceptant le cadeau. « Merci à vous tous. L'année passée avait transformé ma vie de manière inimaginable. L'argent du règlement m'avait donné des options, mais les amitiés que j'avais forgées m'avaient vraiment sauvée. Le groupe de soutien était mon ancre, un cercle de personnes qui connaissaient la perte et la reconstruction par expérience. Notre ouverture a été un succès modeste. Des voisins curieux sont venus, attirés par l'enseigne, peinte à la main et l'odeur des pâtisseries fraîches. À midi, la moitié de notre stock était vendu, et à la fermeture, les vitrines étaient presque vides. « Ça, j'appelle ça un triomphe », a déclaré Rose en comptant les recettes du jour. « On pourrait vraiment y arriver. » J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour parler, mais emplie d'une satisfaction profonde que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette boulangerie était plus qu'une entreprise. La preuve tangible qu'on peut recommencer à tout âge. Que la trahison n'a pas à être la fin. Les semaines suivantes ont trouvé un rythme agréable. Je me levais avant l'aube pour cuire, trouvant mon rythme dans le silence du matin et accueillais les clients pendant la journée. Le travail était physiquement exigeant, mais il me donnait un but. Les compliments fréquents sur mes pâtisseries nourrissaient mon âme d'une manière que je n'avais pas anticipée. 3 mois après l'ouverture, par un tranquille mardi après-midi, la clochette a tinté. J'ai levé les yeux d'un plateau de tartelettes au citron et vu Étienne dans l'embrasure, l'air mal à l'aise. Mon cœur s'est accéléré. Nous n'avions pas parlé depuis le règlement. Le voir là, plus maigre, avec de nouvelles rides, a déclenché une tempête d'émotions. Amour, douleur, colère, une forme de pitié. « Maman », a-t-il dit, sa voix à peine plus forte que la douce musique de la boulangerie. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. « Étienne, quelle surprise !» Il s'est agité, regardant autour de lui dans l'espace joyeux. « C'est joli ici. La boulangerie te va bien. »« Merci », ai-je dit, neutre. « Que c'est ce qui t'amène ?» Il a pris une grande inspiration. « Je suis dans le pétrin, maman. » Bien sûr. Pourquoi serait-il venu après tout ce temps, sinon? Ce n'était pas une tentative de réconciliation, ni une rédemption. C'était une nécessité. Mais une partie de moi se demandait s'il regrettait, au moins. « Quel genre de pétrin ?» ai-je demandé, bien que je m'en doutais, la voix calme, mais intérieurement bouleversée. « Financier », a-t-il admis, baissant les yeux, incapable de soutenir mon regard. Sa voix s'est brisée, tout comme sa dignité. Julie est partie. Elle a emmené les enfants chez sa mère, en Provence. L'argent de la vente de la maison a disparu. Je ne sais pas exactement comment Julie a géré les finances. Il a ri amèrement, un son creux sans joie, seulement de la défaite. Ironique, non? Après tout ce qu'on t'a fait. Je suis restée immobile, l'observant comme un étranger qui avait autrefois été mon fils. Ça faisait mal de le voir ainsi, plus maigre, pâle, fatigué, comme si la vie le punissait. Mais mon instinct maternel ne s'est plus précipité pour panser ses blessures avec du pardon, comme avant. « Je suis désolée », ai-je dit finalement, et à ma surprise, c'était vrai. Surtout pour les enfants, tu dois beaucoup leur manquer. Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Oui, énormément. J'essaie de trouver un moyen de les récupérer. Mais d'abord, je dois... » Il s'est arrêté, a dégluti, cherchant ses mots. « Je dois me remettre sur pied. » Enfin, il m'a regardé dans les yeux, cherchant la tendresse inconditionnelle qui était autrefois évidente. Peut-être s'attendait-il à retrouver la femme qui disait toujours « oui », même quand « non » aurait été plus sain. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Pas après c'est ce qu'on a fait, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Autrefois, ces mots m'auraient désarmée. Je me serais précipitée à ses côtés, ouverte comme une vieille porte incapable de se fermer. Mais cette Élisabeth-là avait disparu, celle qui avait vendu sa maison pour un rêve familial, qui cuisinait et se taisait, qui endurait tout. « Que me demandes-tu exactement, Étienne ?» ai-je demandé, la voix ferme, pas dure, mais claire. Il a hésité, s'est tortillé, a baissé les yeux à nouveau. « Un prêt ?» a-t-il dit finalement. « Était juste le temps de vendre la maison au bord du lac et de trouver quelque chose de moins cher. Pas beaucoup. Juste assez pour sortir du trou et recommencer.
La maison au bord du lac, celle qu'il voulait acheter avec les bénéfices de la maison que j'avais cofinancée avec mes économies, mon passé, ma confiance aveugle. L'ironie brûlait dans ma poitrine, mais j'ai respiré profondément. « Je ne peux pas faire ça », ai-je répondu doucement, avec une force intérieure qui m'a surprise. Je ne tremblais pas, je ne doutais pas. Son visage s'est effondré, comme si mon refus lui avait brisé l'âme. « Maman, s'il te plaît, je comprends pourquoi tu es en colère. »« Ce n'est pas une question de colère, Étienne, » ai-je interrompu. « C'est une question de respect, de limite, d'amour de soi, de ne pas répéter ce qui m'a déjà fait du mal. Silence. » Je savais que les mots les plus durs ne sont pas ceux qu'on crie, mais ceux qu'on dit calmement. C'est une question d'apprendre de ce qu'on a vécu. J'ai respiré profondément. « Mais je peux t'offrir autre chose. »« Quoi ?» a-t-il demandé. « Un travail, ai-je dit. On a besoin d'aide pour les livraisons et pour porter des choses lourdes. Ce n'est pas bien payé, mais c'est un travail honnête. » Étienne m'a fixé, visiblement déconcerté. Il s'attendait à un rejet ou à un chèque en blanc. « Tu m'embaucherais, après tout ça? »« Oui, ai-je dit simplement. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je le choisis. » Il s'est resté silencieux un long moment, réfléchissant. « Quand est-ce que je commence? »« Demain, 5 heures. On cuit tôt. » Il a hoché la tête lentement. « D'accord, merci. » Quand il est parti, Rose était sortie de l'arrière-boutique, où elle nous avait discrètement laissé de l'espace. « Tu es sûre? » a-t-elle demandé, l'inquiétude sur le visage. « Non, ai-je admis. Mais ça me semble juste, pas pour lui, pour moi. » La vérité, c'était qu'offrir un travail à Étienne, plutôt qu'un secours, était autant pour ma guérison que pour la sienne. J'avais posé une limite, préservé ma dignité, tout en laissant une porte entr'ouverte pour une possible réconciliation. 2 mois plus tard, Étienne venait tous les matins à 5 heures, livrait des commandes, lavait la vaisselle et apprenait peu à peu les bases de la pâtisserie. Notre relation était prudente, construite sur des échanges neutres. Nous ne parlions ni de Julie ni du passé, seulement des tâches quotidiennes. Ce n'était pas vraiment du pardon, mais quelque chose, un pont fragile que nous construisions planche par planche. Par un chaud dimanche après-midi, mon jour de congé, j'étais sur le petit patio de mon appartement, soignant mes herbes en pot. Le pommier nain, offert par mes amis, avait donné son premier fruit. Une seule petite pomme, mais une victoire. Mon téléphone a sonné, et j'ai souri en voyant le nom de Rose. « Alors, ce rendez-vous? »« Non, » ai-je taquiné. Elle avait commencé à sortir avec Richard, un veuf du jardin communautaire. « Merveilleux, » a-t-elle soupiré, ravie. « Il m'a emmené dans le nouveau restaurant italien au bord du lac. Mais je t'appelle pour toi. La soirée dîner ce soir est confirmée. Richard amène son ami Guillaume. » J'ai ri. « Oh, tu essaies encore de me caser avec Guillaume? » C'est un homme charmant, Elisabeth. Professeur d'anglais à la retraite, veuf depuis 5 ans. Il adore cuisiner et jardiner, et il a les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus. Je serai là, ai-je promis, surprise de constater à quel point j'avais hâte. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon petit espace magnifique. Des plantes fleuries, des meubles confortables, des photos de mes nouveaux amis à côté de vieux souvenirs précieux. Rien de tout cela n'était ce que j'avais prévu pour ma retraite. C'était différent, inattendu, mais d'une certaine manière plus riche que je n'aurais pu l'imaginer. La trahison qui avait failli me détruire m'avait forcé à découvrir une force que j'ignorais posséder. Elle avait arraché les façades trompeuses et m'avait offert de vraies connexions. Elle m'avait pris une sécurité illusoire et m'avait donné une véritable indépendance. J'ai cueilli la seule pomme de mon petit arbre. Sa peau était lisse et fraîche dans ma main. Elle n'était pas parfaite, un peu tordue, plus petite que celle du supermarché, mais elle était réelle, née de l'effort, douce de promesses, tout comme ma nouvelle vie. Parfois, la trahison vient des voix qu'on aime le plus, des visages qu'on a embrassés sur le front, des mains qu'on a tenues avec fierté. Elle ne vient pas comme un étranger dans la nuit, mais comme le fils que vous avez élevé seul, la belle-fille que vous avez accueillie chez vous, la famille que vous pensiez indestructible. Et quand ça arrive, quand il vous brise le cœur là où vous vous sentiez le plus en sécurité, la première chose que vous ressentez est la honte. Comme si vous aviez fait quelque chose de mal, comme si votre amour était en faute. Mais j'ai appris que la honte ne m'appartenait pas.
L'erreur n'était pas d'aimer trop, mais de permettre que ma générosité soit confondue avec un devoir. Il a fallu une opération, une valise devant la porte, les cicatrices d'une expulsion silencieuse pour comprendre que l'amour ne justifie pas l'abus. Et que, même quand tout vous est enlevé, votre maison, votre famille, votre histoire, vous pouvez vous relever. Vous pouvez vous réinventer, pas comme avant, mais plus forte, plus consciente, plus libre. Mon message est clair. Votre valeur n'est pas déterminée par les actions des autres, mais par ce que vous faites ensuite. Quand vous êtes confronté à l'abandon, quand vous réalisez qu'on vous a utilisé, ne laissez pas la colère vous consumer ni la peur vous paralyser. Faites ce que j'ai fait. Asseyez-vous. Pleurez si vous devez, puis commencez à bouger vos pieds. Pas à pas. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous avez juste besoin de commencer. Ils vous ont trahi, jeté comme si vous étiez invisible. Respirez. Évaluez ce que vous avez, ce qu'il vous reste. Votre voix, votre histoire, vos mains, votre dignité. Et de là, relevez-vous. Bloquez les cartes, si nécessaire. Cherchez de l'aide. Exigez justice. Trouvez de nouvelles alliances, de nouveaux départs, de nouveaux rêves. Car il y a une vie après l'abandon, un foyer après la perte, un sens, même quand l'avenir prévu n'existe plus. Et surtout, il y a une force en vous, même si d'autres ont essayé de vous la voler. Tout le monde ne réagirait pas comme moi. Peut-être confronteriez-vous plus durement, pardonneriez-vous plus tôt, ou garderiez-vous vos distances dès le début. Mais quel que soit le chemin que vous choisissez, qu'il soit guidé par le respect de vous-même. Car le pardon ne signifie pas permettre de nouveaux dommages, et l'amour ne signifie pas tout endurer. À tous ceux qui lisent ceci, d'un coin quelconque du monde, que feriez-vous à ma place? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Avez-vous choisi de parler, de couper les ponts, de recommencer? Partagez-le. Ne laissons pas nos voix s'éteindre dans le silence. Qu'elles soient un phare pour ceux qui vivent aujourd'hui leur propre rupture. J'ai survécu à la trahison la plus douloureuse de ma vie. Des cendres de cet amour brisé, j'ai construit une boulangerie, une communauté, une nouvelle version de moi-même. Je ne suis pas une victime. Je suis une femme de 69 ans qui a trouvé le courage de recommencer. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Merci d'être là, de m'écouter. Ce n'est pas la fin, c'est juste un autre commencement. Découvrez à la fin 2 autres histoires parmi les favorites du canal qui vous surprendront sûrement. Merci d'être resté jusqu'au bout.